Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Mergueli, a reçu le président du Parlement de la République fédérale de la Somalie. Toujours dans l'actualité nationale, un accueil chaleureux réservé au président du Parlement de la République fédérale de la Somalie à l'hémicycle national. Et enfin, dans l'actualité internationale, Rafah, le refuge dans des décombres d'une école, dans l'actualité internationale où nous le verrons en fin de journal. Eh bien, c'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Mergueli, a reçu aujourd'hui, en fin de matinée au palais présidentiel, une délégation parlementaire somalienne conduite par le président du Parlement somalien, Cheikh Aden Medoui, accompagné d'une forte délégation parlementaire somalienne. L'audience qui a vu la participation du président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, les membres du bureau, dont la première vice-présidente, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et le président du groupe d'amitié Djibouti-Somalie. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, les mesures à entériner en vue, rappelons-le, d'une plus grande conformité de la Somalie vis-à-vis de ses objectifs de reconstruction, le concours que notre pays apporte à la stabilisation et à la sécurisation de ce pays frère constitue, entre autres sujets, des thématiques abordées au cours de cette audience présidentielle accordée à la délégation parlementaire somalienne. Eh bien, dans une réaction accordée à la radio-télévision Djibouti, le président du Parlement somalien, Cheikh Aden Medoube, a indiqué sur invitation de son collègue djiboutien, qui est une importante délégation des parlementaires somaliennes, séjourne à Djibouti pour tisser davantage les liens de coopération entre les deux parlements, les deux peuples. Cette rencontre, a-t-il indiqué, avec le président de la République, nous a permis de discuter davantage ce lien de coopération entre les deux nations sœurs, a affirmé le président du Parlement somalien. De son côté, le président du Parlement djiboutien a indiqué que cette visite vise à renforcer les relations bilatérales existantes entre les deux pays frères et amis, notamment entre les deux parlements. Écoutons à présent le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta. Cette occasion pour vous dire que nous avons été très heureux d'accueillir le président cher Aden Mohamed Nour, président du Parlement de Somalie, qui nous a fait l'honneur de venir à Djibouti, et surtout par les relations fraternelles, la même langue, la même religion, la même culture. Tout ceci nous fait que renforcer. Et l'histoire qui lie les deux pays, Djibouti et la Somalie, c'est quelque chose qui va encore de l'avant. Aujourd'hui, au niveau du Parlement aussi, nous allons faire en sorte qu'avec mon frère, nous puissions développer davantage les relations entre les parlements djiboutiens et les parlements somaliens. Et cela aussi va aider le renforcement de nos deux peuples, Inch'Allah. Eh bien, sur invitation de son Excellence, M. Dileta Mohamed Dileta, le président de l'Assemblée nationale de Djibouti, l'honorable Cheikh Aden Mohamed Nour Medoube, président du Parlement somalien, effectue une visite à Djibouti du 15 au 18 mai. La représentation nationale s'est réunie aujourd'hui en séance spéciale, conviée à l'invitation et l'initiative du président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, en présence du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, des parlementaires et des membres du gouvernement. Les plus hautes dignitaires civils, militaires, ainsi que les représentants du corps consulaire et diplomatique accrédités à Djibouti, dans le respect des traditions et de la solennité et de l'événement, la séance protocolaire s'est tenue sur les accords vibrants et symboliques des hymnes nationaux de la République de Djibouti et de la République fédérale de la Somalie.
L'ordre du jour portait sur l'allocution du président du Parlement somalien, introduit préalablement par les discours de bienvenue du président du Parlement djiboutien. Et lors de cette cérémonie protocolaire, M. Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale de Djibouti, a exprimé ses salutations les plus chaleureuses et fraternelles au président du Parlement somalien, Cheikh Aden Mohamed Nour Medoui, ainsi qu'aux membres de sa délégation pour un séjour enrichissant et agréable au sein de la République de Djibouti. Ce sont des relations nouées dans la nuit des temps, des relations entre deux peuples par un vécu similaire, des liens forgés par des origines des ancêtres et une langue que nombre d'entre nous partagent communément, a indiqué le président du Parlement djiboutien. Et cette relation de solidarité et de fraternité ont déjà été mises à l'épreuve des aléas, des défis, du temps dans une période pas si lointaine que ça, durant la crise existentielle que la Somalie a dû endurer dans son essence même de nation libre et pays souverain, a-t-il déclaré. Le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a rappelé l'implication profonde et continue de la République de Djibouti dans le soutien à la Somalie depuis le début de la tragédie des années 1990. En rappelant toujours à l'issue du discours le président et la représentation nationale, le président du Parlement somalien a été accueilli avec une standing ovation. Il s'est adressé devant un parterre de ses élus de la nation, exprimant au nom du Parlement fédéral de la Somalie et de l'ensemble du peuple somalien. Il a remercié le président du Parlement djiboutien et aux députés et au président de la République pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation somalienne. Il a partagé sa vision d'un partenariat historique approfondi entre la République de Djibouti et la République fédérale de la Somalie. Et dans son discours, le président du Parlement somalien a indiqué « Je tiens à remercier le président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, et tout le peuple de Djibouti pour les efforts considérables qu'ils ont dans la construction de l'État somalien. Je vous dis, chers frères et sœurs, que ni le gouvernement ni le peuple somalien n'oublieront jamais tous ces efforts », a-t-il conclu le président du Parlement somalien. Cette séance solennelle s'est conclue par la traditionnelle d'échange de cadeaux et des clôtures des séances de visite protocolaires. Et durant son allocution, le président du Parlement somalien, Cheikh Aden Mohamed Nour Medoui, a rendu un fervent hommage aux liens fraternels qui unissent les deux nations. Dans son discours, le président du Parlement djiboutien a souligné l'originalité de chaque session protocolaire, celle-ci ne faisant pas exception vis-à-vis à consolider la coopération bilatérale entre nos deux nations en rendant hommage à l'histoire commune et aux liens qui unissent Djibouti et la République fédérale de la Somalie. Écoutons le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta. En accueillant officiellement dans l'hémicycle le très honorable président du Parlement somalien, Cheikh Adam Mohamed Nour Medoui, et les membres de sa délégation, la représentation nationale exprime ses meilleurs vœux pour un séjour fructueux et agréable en République Djibouti. Je tiens en outre à remercier l'ensemble des personnalités ici présentes, parlementaires, membres du gouvernement, invités ici du corps diplomatique ou d'institutions républiques. Très honorable Président, pour notre institution, chaque séance solennelle et protocolaire a ses particularités. Celle de cette matinée ne déroge aucunement à la règle puisqu'il s'agit, par votre participation, de renforcer la coopération entre les deux pays en rendant hommage de prime abord au moment de fraternité et de solidarité djibouto-somalien. Comme nous le savons, les liens entre Djibouti et la Somalie sont uniques et profonds. Ce sont des relations nouées dans les nuits des temps.
des relations entre deux peuples liés par un vécu similaire, des liens forgés par des origines, des ancêtres, une langue que nombre d'entre vous partagent communément. Et cette relation de solidarité et de fraternité ont déjà été mises à l'épreuve dans les aléas du temps, dans une période pas si lointaine que ça, durant la crise extensionnelle que la Somalie a dû endurer dans son existence même d'une nation libre et souverain, pays souverain. Excellences, Monsieur le Président et chers frères, dès le début de la stratégie des années 90 à nos jours, le peuple djiboutien a toujours été profondément et particulièrement touché par les épreuves traversées par leurs frères somaliens et depuis les initiatives précurseurs de Djibouti, à l'image de la première conférence d'Arta en juillet 1991, notre pays a mis à la disposition de la stabilité et de la sécurité des peuples frères de Somalie des institutions, ses maigres ressources et infrastructures. Sous l'égide de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui reprenait les flambeaux de son prédécesseur, Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon, que Dieu ait pitié de son âme, nous avons été les premiers à accompagner nos frères et sœurs somaliens sur la longue route de la paix et de la réconciliation. Eh bien, après l'accueil au sein des arcanes de l'Assemblée nationale, la séance solennelle s'est conclue par la traditionnelle signature de mémorandum d'échange de cadeaux. Le président de l'Assemblée a clôturé la séance spéciale à la visite protocolaire du président du Parlement somalien et la signature du livre d'or de l'Assemblée nationale. Direction Bahreïn, où le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement officiel du gouvernement djibouti, M. Mohamed Ali Youssouf, a participé à la réunion ministérielle préparatoire du sommet arabe qui s'est tenu aujourd'hui mardi à Manama, la capitale bahreïnienne. Cette rencontre préparatoire a été précédée d'une série de réunions des commissions ministérielles chargées du suivi d'un certain nombre de questions spécifiques. Eh bien, les ministres arabes des Affaires étrangères ont examiné en particulier le projet de l'ordre du jour du sommet arabe de Bahreïn ainsi que les projets de résolution qui seront issus. En marge de la réunion, le chef de la diplomatie djiboutienne a rencontré son homologue marocain Nasser Bourita et son homologue somalien Ahmed Maalim Fiqi, avec lesquels il a discuté des questions d'intérêt commun. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale était accompagné d'une importante délégation qui comprenait le représentant permanent de la République de Djibouti auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Ali Barre, l'ambassadeur de Djibouti accrédité auprès du Royaume de Bahreïn, Diadine Saïd Bamakraba. Et pour plus de détails sur cette réunion à Manama, la capitale, la préparatoire du sommet arabe, nous avons avec nous un reportage qui nous a été fait par Awa Abdi. De Bahreïn va accueillir demain, jeudi 16 mai, pour la première fois de son histoire, la 33e session ordinaire du sommet du Conseil de la Ligue des États arabes, sous la présidence du roi Hamad bin Issa al-Khalifa. Plusieurs rois, chefs d'État et gouvernements sont invités à prendre part à ces sommets, notamment le président de la République, président en exercice de l'IGAD, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Au 234e jour de guerre en Palestine, après plus de 7 mois depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, qui a fait près de 100 000 morts et plus de 74 000 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, causant une catastrophe humanitaire sans précédent et la destruction massive des infrastructures dans la bande de Gaza. Depuis l'annonce d'Israël, sa détermination à mener une guerre terrestre à Rafah, une ville surpeuplée par plus d'1 million de déplacés qui ont trouvé refuge dans cette ville à l'extrême sud de la bande de Gaza pour échapper de la guerre, une situation particulièrement difficile, surtout que cette population souffre de famine, de graves pénuries de nourriture, d'eau potable, des médicaments en raison du blocus total d'Israël sur la bande de Gaza. ummadda Falastiin ee gobonnimadoonka ee 70 sano iyo badh
lagu gumaadayo lagu laynayo cid u soo gurmanaysa ayna jirin. Le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, demeure depuis toujours au sein de toutes les instances internationales une figure, mais aussi l'exemple d'un leader qui a exprimé son insistance et son soutien continu au peuple frère dans sa quête légitime et son droit à disposer sa terre et la création de son État. Sur le plan international, de plus en plus de voix s'élèvent face aux atrocités des armées israéliennes dans la bande de Gaza. Une majorité écrasante de l'Assemblée générale de l'ONU a jugé que les Palestiniens mériteraient d'être membres à part entière de l'organisation. Selon les médias, plusieurs pays ont annoncé leur souhait de reconnaître l'État de Palestine le 21 mai prochain, notamment l'Espagne, l'Irlande, Slovène, mais aussi plusieurs pays ont décidé de franchir le cap, comme les pays des Caraïbes, comme la Trinité et Tobago, Bahamas, Jamaïque et encore Barbade, ont reconnu l'État palestinien, portant à 142 le nombre de 193 membres de l'ONU ayant franchi le pas. La tenue de ce 33e sommet de la Ligue arabe intervient dans un contexte régional et international difficile, qui exerce une pression sur les pays membres de la Ligue arabe. Arrêter les opérations génocidaires que mène l'armée israélienne contre le peuple palestinien, discuter un plan d'urgence visant à faire face aux répercussions économiques et sociales de l'agression israélienne contre la Palestine figure parmi les sujets à l'ordre du jour de ce sommet de Manama. Awa Abdi, RTD, Manama, Royaume du Bahreïn. Retour à Djibouti, où le centre de leadership et de l'entrepreneuriat a accueilli ce matin un atelier de présentation dédié à l'évaluation et la révélation d'un rapport exhaustif sur l'état florissant de l'économie numérique à Djibouti. Sous les feux des projecteurs, ce rapport scruté avec finesse les défis, les atouts qui façonnent le paysage numérique djiboutien, mettant en lumière l'impérieuse nécessité de développer les infrastructures digitales, d'abaisser les barrières d'accès au haut débit et à un coût raisonnable, ainsi que de cultiver les compétences digitales vitales pour le développement socio-économique dans une analyse minutieuse. Ce document de référence a mis en exergue l'impératif de renforcement des fondements de l'économie numérique, notamment à travers le développement des infrastructures, des télécommunications et des données, l'émergence des plateformes numériques robustes, la promotion des services financiers digitaux et le soutien indéfectible à l'entrepreneuriat. Toutefois, il n'a pas manqué de dresser un état de lieux précis, accompagné des recommandations stratégiques dans chacun de ces domaines. En effet, si Djibouti a franchi des jalons significatifs dans le domaine numérique, il est clair que le pays n'a pas encore exploité pleinement son potentiel technologique. Pour son engagement résolu et son soutien indéfectible à la transition numérique de Djibouti. Je tiens également à saluer l'ensemble des collaborateurs et partenaires, y compris le ministère délégué à l'économie numérique, qui nous accueille en ces lieux au centre clé, ainsi que tous ceux qui ont contribué avec la Banque mondiale à l'élaboration de ce diagnostic essentiel. Un remerciement spécial est dû aux panélistes qui enrichiront la troisième partie de notre événement et à mes collègues de la Banque mondiale, en tête desquels Mme Audrey Harris, ici présente, pour leur travail acharné. Le rapport qui nous sera présenté aujourd'hui offre un diagnostic exhaustif de l'état actuel de l'économie numérique à Djibouti, mettant en lumière les forces, les défis et les vastes opportunités que le numérique représente pour le pays. Lancée en 2022, cette étude est d'une pertinence incontestable. C'était l'appel à la prière. Eh bien, je vous le disais, la ministre de l'économie numérique a annoncé qu'à la finalisation du projet de loi Startup Act et le lancement d'un programme inédit d'incubation et d'accélération pour les Startup Act avec un appui technique et financier conséquent, encourageant les porteurs de projets à prendre part au programme. Écoutons-la. C'est avec une grande fierté et un immense plaisir que je tiens devant vous aujourd'hui pour l'ouverture de cette restitution, le diagnostic D4D.
au Djibouti. Comme vous le savez, ce diagnostic a été lancé en janvier 2022 et a pour objectif d'évaluer la maturité numérique de notre pays et d'identifier les domaines prioritaires pour accélérer notre développement numérique. Durant des années intenses, nous avons collaboré étroitement avec la Banque mondiale et l'ensemble des acteurs nationaux pour mener à bien ces diagnostics. Je tiens à remercier chaleureusement la Banque mondiale pour son soutien précieux et son expertise tout au long de ce processus. Je remercie également l'ensemble des parties prenantes. L'ANSI n'est pas là, il y a l'ARD, le ministère de la Communication, la Banque centrale. Nous avons aussi consulté le secteur privé et les différentes sociétés qui sont les ONG, de la société civile. Les résultats, vous verrez dans le document, est à la fois encourageant et stimulant. Les diagnostics confirment, d'une part, que Djibouti a réalisé des progrès significatifs en matière de développement numérique ces dernières années. Et d'autre part, le document a mis en œuvre et surtout confirmé le différents cadres réglementaires favorables à l'investissement dans le numérique et le code numérique en cours d'approbation par le Parlement. Par ailleurs, les diagnostics mettent également en lumière des domaines dans lesquels nous devons progresser. Il s'agit notamment de renforcer l'utilisation des technologies numériques par les entreprises, de développer les compétences numériques et promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a captivé l'audience en retraçant l'évolution passionnante du numérique dans le domaine de l'éducation. Écoutons-le. On a commencé à vraiment utiliser le numérique dans le département de l'éducation. Et ça a commencé déjà en 2000, juste pour brosser un peu l'historique de l'utilisation du numérique dans les enseignements et apprentissages. Ça a commencé en 2014 par cette initiative du président de la République, qui était bien sûr un élève, une tablette. Tout est parti de là où une forte volonté politique d'introduire le numérique, et donc ce n'est pas le numérique pour le numérique, l'utilisation des tablettes ou des outils informatiques, mais vraiment de l'insérer et de l'impliquer complètement comme élément faisant partie des enseignements apprentissages. Donc nous avons, à partir de 2017, mis en place toute une politique d'introduction du numérique dans les enseignements apprentissages pour que cet outil serve d'accélérateur en matière, bien sûr, de la recherche et de la qualité des enseignements apprentissages. Donc nous avons commencé à déjà, dans un premier temps, à équiper et donc, les établissements scolaires, que ce soit les écoles primaires, également les collèges et les lycées, dans un premier temps les tablettes, donc première année, deuxième année, jusqu'à la cinquième année, les jeunes commençaient déjà à avoir l'initiation, à s'initier donc dans l'utilisation de l'outil numérique, de l'outil informatique. Donc, puis à partir de là, a pris la genèse vraiment de toute une politique et nous avons commencé à mettre en place une stratégie, ce qu'on appelle le REACTIC, que nous avons adopté, et même qui est passé en Conseil des ministres, où il y a tout un plan, un chemin, comment se fera ou va se faire ce plan, ce chemin en matière d'introduction du numérique dans les enseignements apprentissages. À commencer donc par les équipements, mais également les enseignements apprentissages, c'est-à-dire dans les programmes que nous allons enseigner à nos jeunes. Et d'ailleurs, nous étions en même temps dans le cadre d'une réforme de l'enseignement fondamental. Dans le cadre de cette réforme de l'enseignement fondamental, de la première année à la 9e année, nous avons commencé à initier les jeunes écoliers, bien sûr, au codage, à l'utilisation vraiment, tout en s'amusant à utiliser le numérique dans les écoles primaires. Au niveau collège, nous avons, dès la 6e année, c'était un peu plus tard qu'on introduisait l'utilisation du numérique, mais la 6e année, nous avons également commencé à utiliser toujours les tablettes, mais également dans les enseignements apprentissages, à utiliser le numérique, c'est-à-dire vraiment lors de l'enseignement, des enseignements, que ce soit en français, en mathématiques, en histoire-géographie, dans les différentes disciplines, l'outil informatique est utilisé comme support.
Donc cela, quelque part, amène ou pousse l'enseignant également à se former, l'enseignant également à aller dans l'innovation, aller dans la recherche. Mais également, nous tendons, par rapport à cette réforme de l'enseignement fondamental, le manuel, qui était un manuel imprimé, va passer très prochainement, parce qu'à chaque fois que le manuel est validé, nous allons le mettre en numérique. Donc, Inch'Allah, dans les années à venir, le manuel scolaire sera un manuel numérique, codé, sécurisé, et tout ce qui va, bien sûr, avec lui. Et enfin, le ministre des Finances, M. Ilyas Douale, a partagé ses réflexions passionnantes depuis la tribune, affirmant avec conviction que le gouvernement s'est embarqué dans une quête déterminée pour surmonter les défis et propulser la transformation numérique. Voici un extrait. Djibouti s'est connu à un potentiel extraordinaire en termes d'économie numérique. Au jour d'aujourd'hui, on a tendance à parler même d'autre chose que du digital. Dans toutes les conférences, dans tous les grands sommets, personnellement j'y participe, où je suis, on est en train de parler beaucoup de la révolution de l'intelligence artificielle. Et ça va au-delà maintenant des perspectives de technologies nouvelles et du digital en soi. Et donc, dans ce secteur, ça fait partie de nos contradictions heureuses, mais également de nos propres contradictions par moments malheureuses. Nous disposons de capacités énormes et nous ne profitons pas comme nous devrions profiter. Nous sommes en train de fournir beaucoup de capacités à toute la région, au-delà de la région, et nous avons très peu à Djibouti. Donc, notre réflexion, au-delà de ce diagnostic, va porter sur sommes-nous capables de faire cette transition d'un hub de télécommunication vers un hub d'innovation digitale. Sommes-nous capables de faire cette transition d'un hub portuaire vers un hub maritime? C'est différent. Sommes-nous capables de faire d'un hub de transshipment ou de transbordement maritime vers un hub de transbordement mer-air ou air-mer, comme vous voulez? Et donc, pour cela, et tous ces secteurs, pour faire cette transition, ont besoin d'une base solide du digital. Et centrale dans cette transformation digitale. Parce que sans paiement, sans modernisation de notre système de paiement, il n'y aura pas d'économie numérique, il n'y aura pas d'entreprise numérique, et il n'y aura pas d'opportunité pour tous ces jeunes qui ont des capacités exceptionnelles pour créer des opportunités, créer des richesses et créer des emplois. Créer d'abord des emplois pour eux-mêmes. Et c'est la priorité numéro 1 ici à Djibouti. C'est comment créer des opportunités pour nos jeunes qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus diplômés. Comment les outiller pour demain. Direction aux Pays-Bas, où au deuxième jour de sa mission de travail à Rotterdam, aux Pays-Bas, le ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles, M. Younis Al-Guedi, a participé hier au Forum africain sur l'hydrogène organisé cette année sous le thème des opportunités commerciales qui font progresser l'industrie des hydrogènes en Afrique. Eh bien, dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre Younis Al-Guedi, après avoir rappelé le havre de paix qu'est notre pays, sa position géostratégique et la diplomatie au service de la paix et du développement mise en place dans la région est-africaine par le président de la République, son Excellence Mohamed Guelleh, président en exercice de l'IGAD, a partagé ensuite avec l'assistance la stratégie de développement hydrogène vert dans notre pays menée sous son leadership. Situé dans la Corne d'Afrique, mon pays jouit des conditions naturelles idéales avec une abondance de soleil, de vent et de chaleur souterraine. Toutes ces ressources d'énergie renouvelable sont autant d'éléments déterminants pour produire de l'hydrogène vert et des coûts compétitifs. De plus, les infrastructures de transport, des logistiques modernes dont nous disposons pourraient aisément être mises à contribution
afin d'exporter l'hydrogène vert produit vers les marchés internationaux, a-t-il dit en substance le ministre de l'Énergie lors du sommet qui s'est tenu aux Pays-Bas. Retour à Djibouti où le jour 2 du forum de Djibouti organisé par le Fonds souverain a débuté tôt dans la matinée d'hier avec cette fois-ci des thématiques variées sur les axes et sur les études relatives aux opportunités portuaires et dans le domaine agroalimentaire du pays. Rappelons que les staffs de Djibouti Multipurpose Port, avec à sa tête le numéro 1 du PDSA et du DMP, ont été effectivement présents afin de mettre en spotlight sur les retombées économiques résultant des activités portuaires, mais aussi souligner le rôle central que joue notre, de par sa position géographique, en Afrique de l'Est. Il convient de noter que la journée s'est ouverte avec la conférence présidée par le directeur général du PDSA et DMP. L'événement était une occasion pour les investisseurs et les PDG réunis de discuter d'emblée sur les voies et moyens à travailler en synergie sur les développements sociaux, économiques et plus sûrs. Le directeur général du PDSA et DMP a dans sa présentation expliqué l'efficacité et la contribution des ports logistiques et pour un élan commercial plus prometteur. Il a rappelé que l'automatisation et les renforcements des capacités se trouvent au cœur de la vision nationale. Une commerce transfrontalière 100% plus sûre, plus rapide et moins chère s'y opère à Djibouti, car la République de Djibouti est reconnue pour sa stabilité dans la Corne de l'Afrique, a-t-il poursuivi. Il a ensuite souligné que malgré une région un peu instable, Djibouti reste tout de même une havre de paix pour les affaires. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Haji Ismail Omar Guelleh, donc c'est un bâtisseur et c'est un doer, c'est un faiseur. Il bâtit des choses. Et donc le pays, c'est des piliers. Donc le pilier infrastructure portuaire reconnu mondialement aujourd'hui. Et l'objectif de ce forum-là, c'est de bâtir au-delà des ports, qu'est-ce qu'on peut faire pour Djibouti, pour diversifier l'économie dans la lignée de la vision 2035. On a une vision, on a un chef d'État qui a mis une vision sur 2035, vision 2035, ben c'est à nous tous, hein, les hauts cadres hein, et tous les Djiboutiennes, les Djiboutiens, de mettre la main dans la main, l'union fait la force, pour réaliser le maximum d'objectifs de la vision 2035. Maintenant, on est ravis, franchement, et fiers, on ne peut que l'être, hein, d'être ravis et fiers d'avoir pu faire ce genre d'événement de cette envergure avec une bonne centaine, comme me l'a dit aussi maintenant au cadre de l'État de Djibouti, ce n'est pas seulement le nombre, la quantité, mais c'est la qualité. On a pu attirer la qualité multidiversifiée, multidimensionnelle, tous secteurs confondus. Et je voulais en profiter aujourd'hui pour féliciter Slim pour ce merveilleux forum où des échanges extrêmement fructueux, très professionnels entre donc les experts. Et nous, à notre niveau, nous avons donc présenté donc une présentation concernant donc les évolutions au niveau portier, au niveau de la logistique. Je pense que Djibouti, son atout premier est la logistique et nous avons pu vendre donc cet atout. Et nous espérons donc avec les contacts et les réunions que nous avons eues avec les différents experts et surtout investisseurs, qu'il va y avoir un retour rapidement de ces forums. Et nous comptons réellement donc soutenir ce genre de forum. On fait partie des premiers, en tout cas, ports, des premiers, en tout cas, exemples de logistique au niveau régional. Sport à présent, où je vous disais le centre de formation des jeunes de la garde républicaine se distingue dans une fois de plus dans le paysage du football juvénile en atteignant les quarts de finale du prestigieux tournoi mondial Pupille de Pamplin. Cette remarquable aventure de l'une des compétitions les plus prisées au monde souligne la qualité et le talent exceptionnel de nos jeunes athlètes. Depuis le cours d'envoi du tournoi, nos joueurs ont démontré une détermination sans faille, une passion inébranlable pour le jeu. Leur parcours jusqu'au quart de finale a été marqué par des performances remarquables et des moments de pure magie sur le terrain, captivant les spectateurs et inspirant l'admiration de tous. En quart de finale, nos prodiges ont triomphé face au FC Fleury avec une victoire éclatante de 3-0. Leur périple s'est malheureusement arrêté en demi-finale, mais leur performance a été exemplaire tout au long de la compétition. Leurs efforts ont été récompensés par des distinctions prestigieuses. Ils ont été désignés comme la meilleure équipe par centre et certains de nos joueurs ont été honorés comme les meilleurs
du tournoi à l'occasion de la brillante performance de l'équipe djiboutienne au tournoi mondial du pupille de Popelin. Le colonel Mohamed Jamadou Aleh, chef d'état-major de la garde républicaine, adresse ses chaleureuses félicitations à l'équipe pour son jeu remarquable. Il a exprimé sa gratitude envers les joueurs, les entraîneurs et tous les personnels soutiens qui ont contribué au succès de l'équipe. Et dans l'actualité internationale, un groupe de Palestiniens déplacés a trouvé refuge dans une école gérée par une agence de l'ONU gravement endommagée lors du récent conflit entre Israël et la résistance du Hamas et a entrepris des réparations pour restaurer certaines des salles de classe où ils vivent désormais, situées dans la ville méridionale de Khan Younis. Cette école, autrefois administrée par l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, a subi des dommages lors des bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Les familles déplacées de la ville méridionale de Rafah avaient le long de la frontière avec l'Égypte et noyé et nettoyé et réparé certaines des salles des classes endommagées avant de s'installer dans l'école. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.